Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de Culture Soccer, l'émission francophone qui parle du foot nord-américain, du soccer. Merci à tous de nous écouter, toujours aussi nombreux chaque semaine. Nous vous rappelons d'ailleurs, si vous écoutez dans cette dernière semaine de janvier ou dans cette avant-dernière semaine de janvier, vous avez encore une semaine ou deux pour acheter, si vous le souhaitez, notre maillot que nous avons sorti les semaines dernières. Nous en parlions dans notre dernier podcast. Un maillot qui célèbre notre première année d'existence avec la marque Icarus. Donc n'hésitez pas à regarder ça si ça peut vous intéresser. Un maillot très sympa. Mais aujourd'hui, on va parler surtout transfert, puisque on a fait une émission sur les transferts avant les vacances, il me semble, et puis ça fait quand même quelques semaines. Il y a eu beaucoup de mouvements en MLS, et pour ça, qui est de mieux pour m'accompagner que Adi. Raphaël, comment ça va, Adi? Ça va et toi, Antoine? Super content de faire ça. Ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'on devrait refaire un tour sur les transferts. Puis comme tu l'as dit, ça bouge beaucoup. Puis c'est quand même excitant parce que ça donne un petit cachet de mystérieux à la MLS. Nous qui connaissons bien la ligue, ça fait beaucoup de changements pour nous. Et puis c'est quand même intéressant d'année en année. Oui, et puis un thème qui va être un peu récurrent, je pense, dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas que les gros qui font des mouvements importants, que ce soit en termes financiers ou de gros noms. Même les petites équipes commencent, enfin, il n'y a pas vraiment de petites équipes en MLS, mais les équipes plus modestes commencent à faire beaucoup d'acquisitions, donc on va pouvoir en parler tout de suite. Et je voulais commencer cette émission en parlant des gardiens de but. Il y a 3 équipes qui ont très récemment changé leur gardien de but, en recrutant dans les cages, et on va pouvoir en parler ensemble. Je vais vite fait décrire les mouvements, et puis Adi, tu me diras lequel t'impressionne le plus, même si il y en a 2 qui viennent pas de la ligue, donc ça va être plus compliqué, mais en tout cas on pourra parler de ces 3 acquisitions. Le LAFC a signé Kenneth Vermeer, un vétéran néerlandais de Feyenoord. Il est 34 ans, ils l'ont signé avec de la TAM, donc c'est-à-dire de l'argent d'allocation, donc il a coûté un peu plus cher qu'un gardien normal, on va dire, et il a plus de 100 matchs depuis ces 6 dernières années à Feyenoord, avec aussi un petit prêt au Club Bruges, et il a fait 9 ans auparavant à l'Ajax, où il a fait plus de 102 matchs. C'est vraiment un gardien expérimenté pour le LAFC qui s'est débarrassé donc de son portier titulaire qui apparemment demandait un peu trop d'argent, Tyler Miller, qui est arrivé avec l'expansion du LAFC donc il y a 2 ans et qui a été pris par Minnesota qui eux n'ont pas réussi à trouver un contrat avec Vito Mannone, leur gardien italien de l'année dernière qui avait été excellent toute l'année mais qui demandait apparemment énormément d'argent et un contrat de joueur désigné. Donc le Minnesota acquiert Tyler Miller jusqu'en 2022 avec une option pour 2023. Ils l'ont acheté pour $200,000 d'allocation et apparemment il aura eu une augmentation de contrat par rapport à ce qui touchait au LAFC. Et finalement, le dernier club qui change de portier, c'est le Houston Dynamo. On ne le connaît pas celui-là, donc c'est plus compliqué, je pense, de parler. Enfin, peut-être toi, Adi, mais c'est Marco Maric, le gardien de Hoffenheim en Bundesliga. Ils l'ont acquis avec de l'argent d'allocation, eux aussi. Il a 24 ans et a fait 67 matchs récemment sur les 3 dernières saisons en Norvège. Adi, on va commencer par parler de Tyler Miller parce que c'est celui qu'on connaît le mieux. Qu'est-ce que tu penses de Tyler Miller à Minnesota? Est-ce que c'est un bon coup? Bah écoute, oui, je pense que c'est un très bon coup, surtout que on en a parlé un peu avec le compte FR de Minnesota. Surtout que comme tu l'as dit, Mannone demandait beaucoup d'argent et on le sait très bien que on n'est pas en train on n'est pas dans une ligue de hockey avec tous mes respects pour le sport où le gardien est quelqu'un d'extrêmement important. En foot, en soccer, c'est important d'avoir un bon gardien, sauf que ce n'est pas un bon gardien qui va te faire gagner des matchs. Donc un bon gardien peut te faire gagner des matchs avec 2 ou 3 bons arrêts, sauf que on a vu des millions de fois des équipes dominer tout au long d'une saison sans avoir un gardien extraordinaire. On l'a vu l'année passée avec LAFC, Tyler Miller, ce fameux gardien-là dont on parle déjà. Ce n'est pas le gardien le plus talentueux, mais c'est un gardien solide. C'est un gardien qui a quand même fait partie de l'équipe nationale américaine en 3e position, si je me trompe pas. Puis c'est un bon gardien de club, un gardien qui est solide sans être extraordinaire, qui a dû, c'est sûr, avoir une certaine revalorisation salariale parce que la raison pourquoi il n'a pas été gardé par LAFC, selon plusieurs personnes, c'est qu'il demandait trop et puis LAFC voulait pas payer autant
pour un gardien comme lui. Vous voulez soit avoir quelqu'un de meilleur, soit à ce moment-là trouver quelqu'un à moins cher au même niveau. Et je trouve que c'est une bonne chose pour Minnesota et pour LAFC qui a d'autres ambitions, qui est parti amener ce gardien néerlandais-là. On va en parler un peu plus tard. Et puis Tyler Miller, c'est quelqu'un de très bien parce que Minnesota a beaucoup de choses à remplacer. Ils ont besoin de remplacer beaucoup de spots à remplacer. On a vu comme quoi ils ont perdu par exemple Darwin Quintero, un de leurs joueurs désignés. Donc ils ont besoin de cet argent-là, pas à mettre sur le gardien, mais à mettre autre part sur le terrain. Et puis comme je l'ai dit, Tyler Miller, c'est pas un mauvais gardien. Donc bon choix pour Minnesota, bon choix pour LAFC aussi. Ouais, c'est d'accord. En plus, un joueur désigné en tant que gardien de but, je trouve que c'est un peu compliqué. Souvent, vaut mieux dépenser un peu d'argent d'allocation, comme ils avaient fait avec Manonnet, ou comme le LAFC l'a fait cette année. Mais Tyler Miller, ouais, c'est un bon gardien. C'est pas le meilleur gardien de la MLS, mais il est vraiment solide. Il fait rarement des boulettes, et puis il a vraiment une grosse défense centrale devant lui, avec notamment Eric Opera. Donc je suis sûr que ça se passera très bien du côté de Minnesota pour lui. Et donc on parlait des deux autres gardiens qui sont arrivés avec l'argent d'allocation. Kenneth Vermeer, un vétéran au LAFC, et puis un jeune du côté de Houston. Déjà, c'est sympa de voir Houston dépenser un peu en défense. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, c'est vraiment sympa. En fait, ça a toujours été le talon d'Achille du Dynamo de Houston. Puis maintenant, on commence à comprendre. C'est sûr, ça doit aider d'avoir un entraîneur digne de ce nom avec Tabramos dans l'effectif. Et puis, effectivement, il a dû remarquer qu'effectivement, il y a un manque en défense dans le secteur défensif. Puis un bon gardien, Marko Maric, qui a signé. Je l'ai un peu vu, je connaissais un peu son potentiel de par ses sélections de jeunes parce qu'il est croate, pour ceux qui ne savent pas. Puis il a déjà joué avec les équipes de jeunes de la Croatie, donc les U19, les U18, les U17 et ainsi de suite. Puis c'est un bon jeune gardien qui a jamais eu la chance de se prouver comme il faut. Tu as parlé qu'il a été prêté en Norvège. Il était quand même titulaire en Norvège à Lillestrøm, qui est pas un petit club en Norvège. C'est pas non plus la crème de la crème, mais c'est pas un petit club non plus. Donc bref, très curieux de voir ce qu'il va donner. 24 ans, c'est quand même jeune. Je trouve que c'est une bonne chose. Après, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux avec un joueur local? Possible. Mais très sincèrement, je fais confiance à Tab Ramos, qui est un coach hors norme pour moi, vraiment un très très bon entraîneur. Et je suis curieux de voir si effectivement Marko Maric va pouvoir prouver que Tab Ramos a le nez creux. Mm-hmm. Et juste pour parler un petit peu de LAFC, du coup, qui ont récupéré Vermeer, mais qui ont aussi publié récemment la liste des joueurs qui faisaient la pré-saison avec eux. Et dedans, on retrouve pas n'importe qui, on retrouve un attaquant qui a jamais joué dans un autre club de MLS que les New York Red Bulls, c'est Bradley Wright Phillips. Est-ce que selon toi, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est que l'année dernière, il manquait un deuxième numéro 9, Carlos Vela avait dû dépanner un petit peu à cette position-là avec grand succès, mais est-ce que ça peut être une bonne solution pour entrer en fin de match pour le LAFC, une possible signature de Bradley Wright Phillips? Oui, c'est sûr, c'est un attaquant qui a prouvé au fil du temps qu'il était capable de mettre le ballon au fond. Finalement, c'est ce qu'on veut. Après, il a ralenti l'année passée il pouvait plus être ce joueur étoile là qu'on a connu durant les années aux Red Bulls. Et c'est une très bonne option pour LAFC. On sait qu'il y a de plus en plus de matchs condensés. Le calendrier est beaucoup plus serré en MLS depuis qu'ils ont réduit la saison, raccourci la saison. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de cette profondeur-là. Ce qu'on pouvait faire dans le passé, donc avant 2019, donc en 2018 et avant, on peut plus trop les faire. Et on l'a remarqué là, en 2019 que souvent, il y avait des équipes qui s'essoufflaient parce qu'il n'y avait pas cette profondeur de banc-là. Avoir en profondeur de banc Bradley Wright Phillips, qui a marqué plus de 100 buts en 4-5 ans en MLS, c'est quand même un joker de luxe, je trouve. Puis très, très bonne nouvelle. J'aimerais juste parler aussi par rapport à LAFC, à Houston, parce qu'on a parlé un peu de Houston. Il ne faut pas oublier que Houston, ils ont acheté Mario Maric. Ils ont signé Marko Maric. Par contre, ils se sont aussi débarrassés de Joe Willis, qui était le gardien de l'année passée, puis il est parti à Nashville. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas comme quoi leur gardien a été mis au poste de numéro 2, mais non, leur gardien est parti essayer de prendre la place de numéro 1 à Nashville. Oui, et puis il y a aussi Tyler Derich qui était
ancien titulaire là-bas et qui a été un peu écarté après des problèmes judiciaires, donc ils avaient besoin de renforts à ce niveau-là. Et tu fais bien de partir à Nashville, puisqu'on va parler maintenant des 2 expansions, Miami et Nashville. Nashville qui est très très calme ces dernières semaines sur le marché des transferts. Pas grand-chose à dire, ils ont été premiers à dévoiler leur nouveau maillot hier. Certains l'aiment beaucoup, d'autres un peu moins, mais c'est un maillot assez simple en tout cas, de leur couleur jaune. Et par contre, c'est Miami qui m'intéresse parce que même si au début Nashville semblait faire plus de signatures que Miami a un peu rattrapé dernièrement. Déjà un nouvel entraîneur, tout c'est important à dire, Diego Alonso, qui va être là pour parler sûrement avec tout ce roster à l'accent très latino-américain. Et ils sont justement allés chercher beaucoup pendant ces derniers mois de joueurs latino-américains. Tout d'abord, Torres, j'allais dire Fernando Torres, mais non, pas Roman Torres, le ancien défenseur central de Seattle, qui est parti pour gagner un peu plus d'argent apparemment du côté de l'Inter de Miami. Un défenseur central assez solide, à mon sens, qui est très physique, pas forcément très rapide, mais très physique, et qui sera un peu le patron de cette défense d'expansion. Et puis apparemment, il serait très proche de signer pas mal d'Argentins. Tout d'abord, Nicolas Figal d'Independiente, un autre défenseur central, et puis aussi, 15 millions, apparemment, ils ont offert 15 millions pour l'attaquant de Club América, Roger Martinez, qui serait apparemment une excellente signature. Je ne regarde pas assez malheureusement la Liga MX pour ça, mais apparemment ce serait leur attaquant de pointe vedette, et ça ferait beaucoup d'Argentins, parce qu'ils ont déjà signé notamment Mathias Pellegrini, de 19 ans, plus tôt, et puis Julian Carranza. C'était les 2 premières signatures qui étaient tous les 2 argentins en juillet. Donc beaucoup d'Argentins qui arrivent à l'Inter Miami. Qu'est-ce que tu penses de ces signatures de Torres, et de tous ces futurs talents latino-américains qui peuvent arriver? Bah écoute, c'est excitant. On l'a dit depuis quelques podcasts, je me rappelle plus quand exactement, comme quoi la MLS est en train de rentrer dans un nouveau cycle où, au lieu d'aller signer des vieilles légendes en Europe, à part, bon, c'est sûr, si jamais t'as Messi ou Ronaldo qui veulent venir à 35 ans, la MLS a pas craché dessus. Mais si jamais, tu sais, des joueurs un peu plus très bons, mais un peu de seconde zone en Europe, ils vont plus venir se trouver et venir ici se bronzer au soleil de Miami et de Los Angeles. Les équipes de MLS maintenant vont aller chercher des jeunes joueurs prometteurs en Amérique latine pour plus tard les vendre avec une certaine plus-value. Moi, j'adore ça. J'adore ce que l'Inter Miami a fait. C'est intéressant. Par contre, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ce ne sont pas juste basés sur ça. Parce qu'il faut faire attention. S'entourer de petits jeunes, c'est très bien, sauf que tu as besoin d'expérience autour. Puis tu as parlé de Roman Torres, 33 ans, panaméen, gagnant de la MLS Cup, n'est-ce pas, avec ton équipe favorite, les Sounders de Seattle, deux fois. Et une fois finaliste. C'est très bien, mais aussi ils sont partis s'entourer avec Lee Nguyen, qui est venu de LAFC. C'est sûr qu'on en avait parlé dans le passé. C'est important de mentionner qu'il y a eu cette base de vétérans avec De La Garza, avec Robles, des joueurs qui vont être là, qui vont pouvoir aider un peu cette jeunesse-là à s'adapter et à s'adapter à la MLS, en amenant aussi d'autres vétérans qui sont un peu plus jeunes, mais quand même qui sont là depuis longtemps, comme Victor Ulloa, par exemple, comme Jay Chapman, comme David Norman, bref, Ben Sweat. Donc, j'aime bien le mix de joueurs que l'Inter Miami est en train d'amener. Par contre, du côté de Nashville, je sais que tu l'as mentionné assez rapidement, on a un peu le contraste entre Inter Miami et Nashville, on a un peu le contraste Atlanta-Minnesota. C'est vraiment drôle parce que tu as Inter Miami qui est un peu Atlanta, qui va venir mettre des millions et vraiment commencer très très fort. Puis tu as Nashville qui, selon moi, est quelqu'un qui va un peu plus construire sur la durée. J'aime bien certaines... Ça se voit pas beaucoup, c'est pas très clinquant comme recrutement, mais il y a quand même de bons petits joueurs qui ont signé à Nashville. Je sais que notre cher ami Anthony, qui est amoureux de Nashville, nous a parlé un peu de Hani Mukhtar, qui a signé du Danemark en tant que joueur désigné. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est aussi les joueurs d'expérience qui sont partis amener. La seule chose qui un peu me dérange, c'est qu'ils ont amené des joueurs aussi qui n'ont pas eu de très bonnes saisons, qui ont été un peu so-so, et j'ai peur qu'il y a un peu une peur de mon côté, parce que Cincinnati avait fait un peu la même chose aussi. Donc, il faut faire attention. Il faut pouvoir amener des joueurs confirmés qui ont performé lors des dernières années. Et non pas des joueurs qui ont été un peu sur une forme, on va dire, sinusoïdale, juste pour parler ça comme ça, avec des hauts et des bas. Donc, comme David Beckham, comme Abou Danladi, c'est des joueurs-là qui ont réussi à être bons
sur des petites périodes de temps et non pas sur la longueur. Et c'est ça qui me dérange un peu du côté de Nashville. Et puis surtout, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ces joueurs, un peu plus que prévu, je pense, au niveau d'argent d'allocation. Et j'ai peur qu'il manque de cash à un moment où il va falloir recruter un peu plus, peut-être au mercato d'été si les résultats ne suivent pas. Alors que Miami a vraiment, je trouve, les Ben Sweat, les Lee Wen, tout ça, c'est des joueurs qu'ils ont récupérés grâce au draft, donc sans dépenser trop d'argent. Donc je trouve qu'ils ont été assez malins de ce côté-là. Après, il reste encore quelques semaines de mercato. Qui sait ce que Nashville le prépare? Peut-être qu'ils ont d'autres joueurs sur le livre, mais c'est sûr que pour eux, ça va être assez compliqué parce qu'ils vont avoir la comparaison avec Miami, malheureusement, comme Minnesota a pu l'avoir avec Atlanta, ce qui leur a fait un peu de défaut. Mais tout n'est pas perdu et je pense pas que ça va être aussi compliqué que pour Cincinnati, par exemple. J'ai un peu plus confiance à Nashville de ce côté-là. Et on peut passer maintenant à 4 autres équipes dont je voulais parler, plutôt dans la rubrique des favoris. 4 grosses équipes qui ont recruté un petit peu pendant ce mercato et dont il fallait parler. Et je voulais commencer avec le Galaxy de Los Angeles, qui a fait quelques recrues, et puis surtout il y a un gros nom qui arrive, donc on va parler vite fait. Ils ont récupéré Insua, un défenseur de Stuttgart, qui apparemment ferait beaucoup de bien à leur défense. Et ça, on ne peut qu'en être sûr, puisque la défense était vraiment là où le bas blessé. C'est pas très difficile, hein. C'est pas très Exactement. Difficile. Et puis surtout, il y a une autre signature que j'aime beaucoup, un pari qu'ils ont pris sur Kataï, l'ancien joueur désigné de Chicago. Apparemment, ils l'ont eu en dessous de joueur désigné. C'est sûrement que Alessandrini ne reviendra pas, parce que Kataï joue sur l'aile aussi, comme lui. Mais il y a surtout le gros nom, Chicharito, qui pourrait arriver. On attend les rumeurs. Ça fait une semaine que apparemment le club est en discussion avec le joueur, et que le joueur aurait envie de venir. Chicharito, qui serait une signature énorme, je trouve, non seulement pour le marché de Los Angeles, mais aussi pour ce qu'il peut apporter sur le terrain. Surtout avec la sortie de Zlatan, Chicharito, je pense, peut jouer un peu plus collectif que Zlatan, et donc apporter une certaine alchimie avec des joueurs comme Pavon, Dos Santos ou Kataï qui seraient autour de lui. Adi, déjà parle-nous peut-être de Kataï pour commencer, et puis après de Chicharito. Qu'est-ce que tu penses de ces deux noms? Oui, déjà, Kataï, oui, c'est un joueur, encore une fois, qui est capable d'être explosif. Je sais que tu aimes beaucoup le joueur, toi, Antoine. Capable d'être explosif, capable d'être très bon, mais aussi capable de passer des matchs complets sans rien. Donc, moi, c'est un joueur qui, selon moi, ce sera un joueur de rotation. Et on le voit, en fait, avec LA Galaxy. Je doute très fort que ce soit un joueur titulaire. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est un bon joueur de rotation qui peut venir et peut débloquer un match qui semblait mal barré. Donc moi j'aime bien ce genre de signature là pour des équipes juste pour une certaine profondeur pour la LA Galaxy. Pour ce qui est de Chicharito, écoute, Chicharito c'est un peu le rêve de toute équipe de MLS depuis plusieurs années. S'ils arrivent à le faire, puis ça a l'air que ça va se faire, de plus en plus de rumeurs qui annoncent que c'est imminent, ce serait quand même extraordinaire, non seulement d'un point de vue sportif, parce que bien évidemment, on sait que Chicharito, c'est quelqu'un qui a marqué des buts à l'appel partout où il est allé, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, maintenant à Séville, c'était un peu plus compliqué, mais aussi avec l'équipe nationale mexicaine. Et du point de vue marketing, c'est très important parce qu'on connaît la grosse communauté mexicaine aux États-Unis, partout à travers le monde et surtout à Los Angeles. Donc, ce serait quand même très intéressant de voir combien de Mexicains vont venir se tasser dans les stades pour accueillir un joueur de cette trempe-là. Pour ceux qui comprennent pas la grandeur de la chose, Chicharito, en à peu près 109, 110 apparitions avec le maillot mexicain, il a marqué plus de 52 buts. Donc, c'est quand même un but aux 2 matchs, c'est énorme sur la scène internationale de nos jours. Donc, très intéressant. J'aimerais juste parler une dernière chose, Antoine, je suis vraiment désolé, mais parce que tu as parlé Emiliano Insua. Insua, c'est un défenseur gauche qui est international argentin. Oui, il a très peu joué avec l'équipe nationale, il a 5 sélections seulement, sauf que ça prouve de combien c'est un joueur intéressant. Moi, je le connais pour l'avoir vu jouer à l'Atlético Madrid pendant une saison en 2015 et aussi, je l'avais vu jouer un peu avec Stuttgart en Allemagne. Puis, c'est un bon défenseur gauche, très offensif, mais qui est capable aussi d'être assez bon défensivement. Après, ce n'est pas non plus une star, mais c'est quand même un gros plus par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant du côté de LA Galaxy. De l'autre côté, en tant que défenseur droit, ils ont signé Danilo Acosta, qui
qui est pas Je pense qu'il fera la rotation. Si bon que ça. Ouais, c'est ça, il fera la rotation à droite. Ouais. Mais non, juste aussi pour rebondir ce que tu disais sur Chicharito, c'est surtout que voilà, LAFC est dans le centre-ville et c'est eux qui sont un peu les stars des médias de Los Angeles en ce moment. Et Chicharito, c'est la signature parfaite après Zlatan pour concentrer l'attention médiatique sur eux. Et puis voilà, il y a le fait que, comme tu disais, Chicharito, c'est un peu l'idole d'Eltri de la sélection mexicaine. Alors Carlos Vela, de l'autre côté, c'est toujours quelqu'un qui a eu des problèmes avec la sélection mexicaine, ne voulait pas forcément y aller, s'en fichait un peu. Donc c'est vraiment une sorte de confrontation de style et de joueurs entre Vela et Chicharito et le LAFC, le LA Galaxy. Ça va apporter une nouvelle dimension à cette rivalité qui était déjà assez épicé, donc j'aime beaucoup moi le mouvement de Chicharito, et c'est vrai que c'est triste pour le Chicago. Apparemment le Fire voulait le prendre en début de mercato, on parlera un peu plus tard du Fire, mais ils n'ont pas réussi. C'est cool que les Galaxy finissent par convaincre Chicharito, même si ces dernières saisons il a été un peu en deçà. On va parler d'un autre favori aussi maintenant, le Atlanta United. On parlait de défense un petit peu du côté du LA Galaxy, et bien, il y a eu des changements aussi en défense du côté d'Atlanta, notamment le départ de Leandro Gonzalo Pires, qui a été depuis longtemps sur le départ, apparemment à cause de problèmes contractuels. Il a été vendu à Tijuana au Mexique. Après 3 ans de grand succès pour LGP, comme on l'appelle à Atlanta, notamment un trophée de MLS Cup en 2018, bien entendu, et puis des titres l'année dernière en Open Cup et en Campeones Cup. Et puis ils sont allés recruter dans cette même ligue à Amex un nouveau défenseur, Fernando Meza, qui était à Tijuana, par un ex-Aka, mais prêté par Tijuana pour 2019. Et apparemment, c'est un très très bon défenseur de Liga MX. C'est quelqu'un qui peut vraiment sauver un petit peu cette défense si jamais, avec le départ de Gonzalo Pires. Et ce n'est pas le seul joueur qu'ils sont allés chercher pour leur défense, puisqu'ils ont aussi signé un vétéran au niveau de latéral gauche, Edgar Castillo, sûrement pour suppléer les départs de non seulement Florentin Pogba, mais aussi Break Shea, qui n'a pas été prolongé par le club. Castillo et Fernando Meza, qu'est-ce que tu en penses, Adi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je trouve personnellement que on est gagnant, surtout sur Castillo. Oui, Castillo, c'est un bon défenseur. Je pense pas qu'il sera 100% titulaire, mais il va être en rotation. C'est un défenseur qui est assez offensif. Hein. Il a marqué quelques beaux buts, parce que c'est un latéral gauche, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un latéral gauche. Puis c'est un bon apport offensif en tant que latéral. J'aime bien cette signature-là. On sait que ça fait plusieurs années que Atlanta a des problèmes à ce poste-là en tant que latéral gauche. Est-ce que c'est suffisant? Pas trop sûr, parce que défensivement, c'est pas trop ça, Edgar Castillo. Mais c'est une bonne recrue si jamais ils amènent quelqu'un d'autre aussi. Une chose qui m'intéresse un peu plus, c'est Fernando Meza. T'en as parlé. Je le connais pas. Je vais être honnête. Je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup la Liga MX, à part 1 ou 2 matchs de temps en temps. Et puis, je le connais pas du tout, mais je suis curieux de voir. C'est vrai qu'il est très bien coté. Curieux de voir si jamais il va pouvoir non seulement être bon, mais aussi s'adapter. On sait qu'il y a une période d'adaptation pour arriver, passer de l'Amérique latine, du Mexique aux États-Unis. Allons voir si ça marche. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème du côté d'Atlanta pour un Sud-Américain pour s'adapter. Donc, peut-être que ce sera la même chose. Une autre chose qui me dérange un peu, c'est le côté droit de la défense. Ils avaient amené Brooks Lennon, Atlanta, Brooks Lennon, qui est excellent, qui a été très bon avec le Real Salt Lake. Puis juste après, ils ont signé un défenseur anglais que je connais pas non plus, qui a signé de Portsmouth, qui a 22 ans, Anton Walks. Donc, je vois pas c'est quoi le but derrière tout ça, d'avoir 2 défenseurs anglais latéraux droits. C'est vrai que Brooks Lennon peut jouer aussi en attaque, oui, c'est possible, mais sauf que je trouve ça un peu bizarre d'avoir autant d'options en tant que latéral droit. Peut-être que notre cher ami Frank Debord veut finalement réutiliser son système à 3 défenseurs, donc il a besoin de latéraux extrêmement offensifs, et à ce moment-là, ça ferait un peu plus de sens. Eh ben, tu me fais une très bonne transition, puisque à droite, moi, je voulais aussi parler tout de suite du fait que peut-être qu'il arrivait pour suppléer le fait que Julian Gressel n'a toujours pas prolongé avec Atlanta United. Il y a toujours des problèmes de contrat entre l'Allemand et Atlanta United, qui était vraiment un des meilleurs joueurs ces 2 dernières saisons à Atlanta. Franchement, un milieu dynamique, explosif, qui donne de super ballons. 35 passes décisives depuis qu'il est arrivé il y a 3 ans avec Atlanta. Ce qui est vraiment énorme. Et apparemment, oui, les négociations sont toujours en cours, mais il y a du mal à trouver une sorte de compromis.
peut-être qu'on le verra repartir dans une autre franchise. On a vu des rumeurs, notamment, je crois que c'était quoi, New England, Seattle, mais 2-3 noms de franchises ont été mentionnés à droite ou à gauche. Et c'est peut-être pour ça que le jeune de Portsmouth a été contacté. J'espère qu'en tout cas que Gressel trouvera un nouveau club en MLS parce que ça me ferait. Enfin, je serais triste de le voir partir parce que c'est vraiment un super joueur. Je pense que tu es d'accord avec moi, dire. Ouais, un super joueur. C'est un de mes chouchous, un peu. Julian Gressel, que j'adore ce joueur-là. Ce qui est un peu cool, très cool aussi, c'est que Julian Gressel peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer au milieu de terrain central. Il peut aussi jouer en tant que ailier droit. Donc, il peut jouer un peu partout sur le terrain. Donc, je pense pas que ce serait un problème de ce point de vue-là. Le truc, c'est que Gressel avait déjà annoncé qu'il aimerait retourner en Europe. Donc, je pense que c'est la raison pourquoi. C'est parce que il est allemand, Julian Gressel. Puis, c'est ça. Il avait dit comme quoi il serait intéressé à retourner en Europe. Donc, peut-être que c'est la raison pourquoi les négociations sont en train de traîner en longueur. Je serais pas étonné que Gressel attende jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, la fin du mercato en Europe. Avant de, si jamais ils trouvent pas preneur en Europe, à ce moment-là, de trouver une entente avec Atlanta. Moi, ça c'est mon petit avis à moi, mais je peux avoir tort aussi, bien évidemment. C'est possible, ouais. Et pour finir sur Atlanta, juste Andrew Carlton, qui était un ancien espoir, qui finalement l'année dernière n'a pas trop joué. Il a été envoyé pour la saison en prêt à Indy 11, donc on le verra pas plus. Donc voilà, c'est juste pour les petites news du côté de l'Atlanta. Et puis un autre club qui a fait un petit peu aussi des siennes et qui a été assez véhément au niveau de l'entraîneur, parce qu'on parlait tout à l'heure des entraîneurs qui avaient été annoncés notamment à Miami. Un autre club qui du coup, a un nouvel entraîneur, c'est celui du le New York City FC, qui a commencé à travailler sous Ronnie Deila, qui est un entraîneur assez connu pour son expérience au Celtic, mais aussi surtout dans les ligues scandinaves. Il est un peu fou, il y en a qui l'appellent, qui le comparent à Jürgen Klopp dans ce côté un peu imprévisible. Et c'est très sympa. Moi, je trouve que ça apporte un peu de folklore aux côtés du NYCFC qui, en seul mouvement, ont acheté Keaton Parks du Benfica. C'est une très bonne chose. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'aimerais le voir se développer en MLS un petit peu pour possiblement intégrer l'équipe nationale plus longtemps. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle signature d'entraîneur et puis surtout la prolongation de Keaton Parks avec le club? Ben, écoute, moi je suis très intéressé par quelque chose à New York City FC. En fait, en MLS en tant que tel, on commence à ramener des jeunes entraîneurs. Et c'est ce que j'aime. On n'est plus en train de recycler nos vieux dinosaures. Je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment ça dans la plupart des équipes en Europe où ils ont du mal à vraiment donner la chance aux jeunes. On voit rarement ça. Bon, ça peut arriver, mais en gros, c'est assez rare. Tandis qu'à MLS, on n'a pas de problème à le faire. On l'a vu avec Vieira dans le passé à New York City FC. On le voit avec Thierry Henry à Montréal. Là, on le voit avec Ronnie Deila, qui, lui, oui, il est jeune, il a juste 44 ans. Il a fait de bonnes choses après, que ce soit aux Pays-Bas ou en Norvège aussi. Bon, après, ce n'est pas il a été bon, mais il paraît qu'il y avait certaines choses qui étaient un peu bizarres dans sa manière de coacher, où il y a certains supporters qui trouvaient un peu bizarre sa manière de coacher, comme tu l'as dit. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de voir que de jeunes entraîneurs européens décident, au lieu de patauger dans des ligues obscures en Europe, décident de faire le saut en MLS, parce que la MLS, point de vue visibilité, c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de visibilité que malheureusement de nos jours la première ligue en Norvège ou au Danemark. Donc, ouais, c'est quand même intéressant de voir ce genre de mouvement. Moi, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Après, j'espère que tout le travail de Domenech Terrent, parce qu'on sait que ça a pris beaucoup de temps avant que ça se place avec Domenech Terrent à New York City FC. J'espère que tout son travail ne va pas tomber à l'eau et qu'il va y avoir une certaine continuité, parce que l'équipe a été construite avec la mentalité de Domenech Terrent. Donc, j'ai hâte de voir ce que Deila va pouvoir faire avec cet effectif très, très talentueux du côté de New York City FC. Totalement d'accord sur ce que tu dis au niveau des entraîneurs. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que les vieux Européens qui ont recyclé, parce que franchement, il y a des moments où dans les clubs, on retrouve les mêmes mecs des MLS qui arrivent encore et encore. Les Tom Kinner, notamment les... j'ai des noms qui m'échappent. Bruce Arena, mais même s'il a bien fait. Bruce Arena, ou bien tu as... comment il s'appelle Mike... j'ai oublié son nom. Mike Petke, qui est parti un peu partout. En tout cas, tu as plusieurs... Jason Christ, ou bien notre ami Wilmer Cabrera. Ouais. Bref.
Donc, c'est pas mal de trouver Même Oscar Pareja qui vient de retourner à Orlando. Donc, bref. Donc, cette année, ouais, il y a vraiment une relève qui est assez cool, je trouve. En tout cas, entre l'année dernière, où il y avait aussi déjà Marc Dos Santos, Giovanni Savarese, qui étaient des mecs dont on parlait depuis des années et puis qui n'avaient jamais eu leur chance, ou encore Robin Fraser qui pouvait finalement revenir. Là, c'est cool aussi d'avoir, bon, Thierry Henry, bien entendu, mais aussi, comme on le disait un peu plus tôt, Diego Alonso ou Ronny Deila avec New York City aussi. Donc, c'est très sympa. On n'a pas trop parlé de Diego Alonso, j'aimerais juste le mentionner un peu. C'est un entraîneur uruguayen, on l'a dit de ce point de vue-là. Moi, je l'ai connu en tant que joueur et je peux vous dire que j'ai adoré ce joueur-là. Je l'ai connu parce qu'il a joué à Atlético Madrid, à Valence, étant un joueur. C'était un joueur de rotation, c'était pas une star. C'était un joueur de rotation, même si c'est quand même un attaquant qui a marqué plusieurs buts. Il a fait une saison, je me rappelle, à Atlético Madrid où il avait marqué au-dessus de 20 buts en début des années 2000, si je me rappelle bien. Donc, bref, c'est un joueur qui est parti un peu partout. Il est parti surtout en Espagne, en Amérique du Sud. Il est parti aussi en Chine. Donc, bref, très, très intéressé en tant que joueur. Après, bon, il a fait en tant qu'entraîneur, il a fait ses preuves non seulement en Uruguay avec un des plus grands clubs uruguayens, Peñarol, mais aussi il a été un peu partout au Mexique, au Paraguay. Donc, bref, très, 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 très intéressé par voir ce qu'il va être capable de faire, connaissant un peu le personnage qui était un peu très intéressant, on va dire, sur le terrain. Je suis très curieux de voir comment son équipe va se débrouiller. Moi aussi, même si c'est un peu décevant par rapport au Gallardo qu'on mentionnait, qu'on voyait dans les rumeurs il y a longtemps, mais c'est tout de même plus sympa que ce qu'on aurait pu penser qu'ils allaient chercher un énième mec de MLS. Donc c'est très cool, je suis excité aussi par Diego Alonso. Et puis on va aussi parler d'un autre club qui a changé d'entraîneur récemment maintenant, puisqu'on a fini un peu avec les favoris. Juste pour mentionner vite fait, Seattle qui a signé un défenseur central O'Neal, ce qui fait qu'ils ont maintenant 2 défenseurs centraux, alors qu'ils n'en avaient que un. Ouais. La CONCACAF Champions League commence dans quelques semaines et ils ont une charnière centrale, c'est déjà ça, mais sinon apparemment ils s'attendent que l'union des joueurs arrive à une entente avec la MLS sur les nouveaux contrats salariaux pour pouvoir un petit peu savoir comment va se baser les nouvelles règles de joueurs désignés ou quoi que ce soit. Vous pouvez lire un très bon article sur notre site fait par Tristan D'Amour dessus. Mais donc, passé Seattle, je voulais parler des Rapids, des Colorado Rapids, dont on a parlé aussi sur Culture Soccer récemment. J'ai fait un long article parlant un petit peu de leur des changements pour la saison 2020, puisque la saison 2019 c'était très bien placé, très bien fini, avec notamment Robin Fraser qui est arrivé aux manettes après une demi-saison horrible sous comment il s'appelle, pardon, Anthony Hudson. Ouais. C'est ça, terrible entraîneur. Et donc Robin Fraser est arrivé en milieu d'année et a fait du très bon boulot. Et ils sont allés chercher de nouveaux jeunes cette année. Ils ont notamment acheté le contrat de la Aboubakar qui était en prêt l'année dernière, ce qui est une bonne chose. Mais ils ont aussi pris Galvan, un jeune de 19 ans argentin, en tant que jeune joueur désigné, un joueur qui n'a pas du tout confirmé encore, qui a fait seulement moins de 10 matchs, je crois, en Superliga argentine, mais qui apparemment a un futur devant lui qui pourrait être sympa. Ils ont aussi cherché un joueur désigné, Namli, de Krasnodar, qui, c'est des highlights un peu de YouTube, mais qui a l'air très très bon techniquement. Et puis finalement, ils sont allés chercher le français Nico Benezet, qui était toujours sous contrat, qui avait des problèmes de contrat avec Toronto, et qui n'avait pas été choisi par le club. Donc c'est vraiment un mercato très très intéressant du côté des Rapids, qui déjà l'année dernière avait une équipe très sympa. Est-ce que tu les vois, toi, vraiment surperformer pour l'année prochaine? Écoute, l'année passée, je me rappelle à cette période de l'année passée, toi et dans le temps Léo, qui faisait partie de Culture Soccer, était très confiant en voyant les Rapids et l'effectif des Rapids. Moi, j'étais un peu moins parce que je trouvais qu'il manquait un peu de profondeur et qu'il manquait certaines un peu de folie en fait dans cette équipe-là. Et puis là, je commence à être très convaincu de ce que je vois avec les Rapids. Tu as parlé des joueurs qui ont été signés. Oui, on connaît pas Namli, mais c'est le Younes Namli qui est danois, on a vu, comme j'ai dit, les highlights, mais ça a l'air quand même assez bon pour amener ce genre de folie-là. Mais aussi, ils ont ramené aussi beaucoup de talent en défense. Et c'est ça que moi, je trouve très intéressant. On avait parlé l'année passée, comme quoi ils avaient amené Keegan Rosenberry de Philadelphie. Là, ils ont amené un défenseur, pour moi, le défenseur le plus talentueux
américain de nos jours, c'est Austin Trusty, en défense centrale, qui a été excellent, mais pour des raisons un peu obscures, a été laissé par l'Union de Philadelphie, a été échangé par l'Union de Philadelphie. Mais aussi, ils ont amené beaucoup d'expérience avec Drew Moore, l'ancien défenseur de Toronto. Donc, bref, très, très intéressant de ce point de vue-là, avec, bien évidemment, tu as mentionné Nicolas Benezet, qui est un joueur que j'adore, Lalas Abubakar, mais aussi, il y a le défenseur gauche Sam Vines, qui a été très bon l'année passée, qui sera encore là, et puis les joueurs qui ont fait un peu les beaux jours de Colorado l'année passée, avec Jack Price, André Chinyashiki, Kei Kamara, qui sont encore là. Donc bref, intéressant. Je m'attends à de bonnes surprises du côté des Rapids. Ouais, j'espère vraiment que ça va prendre, comme tu citais aussi les joueurs qui avaient bien réussi, mais ouais, je veux aussi mentionner Kane Acosta qui avait fait de bonnes choses, Jonathan Lewis, Rosenberry aussi, et puis Cole Bassett qui à mon avis gagnera un peu plus de minutes là, cette année. Il fait des bonnes choses avec les U20 américains, qui d'ailleurs sont coachés maintenant par Anthony Hudson. C'est une hérésie, je sais pas comment la sélection est allée le chercher, mais voilà, donc tout se recentre, tout se recycle en MLS. Et un autre club qui a un nouvel entraîneur, eux par contre, ils ont un effectif beaucoup plus maigre que celui des Colorado Rapids, c'est le Chicago Fire, qui sont allés chercher Raphaël Wiki, le coach des U15 américains, qui a quand même une carrière de coach respectable en Europe, qui d'ailleurs, tu vas pouvoir nous en parler, a maintenant comme assistant Franck Klopas, qui est passé par l'Impact notamment. Oui, parce qu'il a été, il a été entraîneur de l'Impact, donc tu pourras en parler un petit peu, mais surtout le Chicago Fire, qui a toujours pas énormément de joueurs. Ils ont signé un joueur désigné, Robert Beric, l'attaquant de Saint-Etienne, très récemment, hier, il me semble. Voilà, donc un joueur désigné, je pense pas qu'il ferait un salaire énorme, mais j'étais quand même surpris de le voir, non pas en argent d'allocation, mais en joueur désigné, 28 ans. Vous connaissez, si vous suivez la Ligue 1, un joueur, on va dire, accompli en Ligue 1, sans être non plus un numéro 9 de tonnerre. Et ils ont libéré le contrat de Marcelo, qui était avec eux, mais qui n'avait pas vraiment marché l'année dernière. Je crois qu'ils ont que 17 joueurs sur le roster, un truc comme ça. Je vais faire un calcul rapide, 18 joueurs. Donc encore beaucoup de construction du côté de Chicago. Je pense que tu es d'accord avec moi, Adi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Klopas? Oui, oui, c'est sûr. Je vais parler un peu de tout, pas juste de Klopas, mais je vais parler un peu de tout. Bien évidemment, Raphaël Vicky, encore un joueur que j'ai vu, un entraîneur que j'ai vu jouer. Je commence à être vieux. Ouais, je commence à être vieux, mais c'était un joueur, un milieu de terrain très, très, très intéressant, international suisse, au-dessus de 70 sélections, qui a joué plusieurs Coupes du Monde et quoi que ce soit. Donc, bref, un ancien bon joueur qui a été très bon. Tu as parlé un peu de son passage avec les U17 des États-Unis, mais aussi il a été l'entraîneur principal de Bâle, donc qui est le meilleur club en Suisse dans les dernières années. Et puis c'est quand même intéressant. On sait Bâle, c'est pas un petit club en Europe. Hein, il est arrivé déjà assez loin, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions. Donc bref, intéressant de voir si jamais ça va être un bon choix pour Chicago. Par contre, Franck Klopas. Franck Klopas, c'est un peu ce genre d'entraîneur-là que tu sais qu'il s'est jamais adapté, jamais trop évolué au fil du temps. Il a été très bon avec l'Impact de Montréal en termes de résultats, surtout en Ligue des Champions. C'est grâce à lui que l'Impact est arrivé en finale de Ligue des Champions. Mais après, il a été remercié parce qu'en MLS, c'était pas trop ça. Ouais, Franck Klopas, c'est le fameux gars qui a pas su, qui a été remplacé par Mauro Biello, et c'est pas vraiment, c'est un entraîneur qui, après avoir quitté l'Impact en 2015, il a pas réussi à trouver de banc, il est retourné, ça a été un commentateur pour la chaîne de télé du Fire de Chicago. Donc, bref, c'est un peu, pour ceux qui suivent la Ligue 1, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, c'est un peu le Eli Boop de MLS. Donc, bref, donc ça, c'est un peu ce côté-là. Bon, au moins, il est assistant. Il va peut-être aider Raphaël Vicky parce que il ne faut pas oublier que Franck Klopas, c'est quelqu'un de la maison qui a été entraîneur de Chicago en 2011 et 2013, donc pendant 3 ans. Ça a été aussi l'entraîneur de l'équipe indoor de Chicago aussi, le Chicago Storm. Bon, bref, c'est un gars qui est de Chicago, qui a joué aussi en Chicago en tant que joueur pendant 2 saisons. Donc, bref, c'est intéressant.
parce qu'il va pouvoir permettre de donner un peu le feeling de Chicago à Raphaël Vicky. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, point de vue joueur, c'est assez so-so. Par contre, moi, je suis un peu plus excité par Robert Beric parce que je suis quelqu'un qui suit énormément la Ligue 1. Puis c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il est souvent blessé. C'est ça qui a fait en sorte que il n'a pas été aussi performant que ce qu'on s'attendait. Sauf que c'est un joueur qui a un ratio très important de buts quand il est sur le terrain. Et c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas un joueur qui va beaucoup influer sur le jeu, mais c'est un joueur qui est capable de la mettre au fond. Sur une action, un joueur international slovène très intéressé. C'est un peu le Nemanja Nikolic remplacé en fait. C'est pas le joueur qui va influer sur le jeu, mais c'est un joueur qui va savoir finir les actions. Donc intéressant. C'est pas trop un contrat de joueur désigné pour lui, parce que moi c'est là où ma vraie intéressation est. J'ai pas de problème contre lui, mais voilà, il cherchait à signer Chicharito il y a quelques mois et il se retrouve avec un joueur désigné en neuf et c'est Robert Beric. Donc je trouve ça un peu décevant de ce côté-là. C'est sûr que par rapport à Beric, c'est sûr que c'est quand même, par rapport à Chicharito, c'est quand même une grosse différence. Par contre, c'est quand même un joueur qui a su marquer, souvent proche des 10 buts en Ligue 1 sur à peu près une quinzaine ou une vingtaine de matchs. Tu vois, par exemple, c'est quelqu'un. Et d'habitude, de nos jours, trouver un attaquant qui sait mettre des buts, c'est pas très simple. Si tu regardes en Ligue 1, 81 matchs, 26 buts. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais du tout. Après, oui, c'est sûr que si tu compares avec Chicharito, c'est deux mondes. Mais sauf que c'est un bon joueur qui, si jamais il a des joueurs créatifs autour de lui, peut exploser en MLS. Mais il faut qu'il ait ces joueurs créatifs-là. Et en date d'aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Ouais, c'est sûr. Pour le moment, il n'y a que CJ Sapong, je pense, en attaque qui pourrait peut-être l'aider. Je me demande comment les deux vont jouer ensemble, mais on va voir ça un petit peu. Pas très créatif, DJ mais Sapong, il y avait une t'as Mihailovic qui est là. Mihailovic qui est excellent. Mais il y avait une belle fin de saison, je trouvais, CJ Sapong, avec un peu Nikolic fin de la saison dernière. Un autre club qui a recruté en attaque, Vancouver Whitecaps, on avait parlé un petit peu, je sais pas si ça avait été confirmé quand on avait parlé, mais Lucas Cavallini, bien sûr, en pointe pour les Whitecaps. Adi, tu suis la sélection canadienne, donc c'est vers toi une fois de plus que je me tourne. Cavallini à Vancouver, qu'est-ce que ça va valoir? Waouh, c'est extraordinaire. C'est tout un joueur, Lucas Cavallini, joueur désigné bien évidemment, international canadien. Quoi te dire sur Lucas Cavallini? Il l'appelle le tank. Donc, je sais pas si ça peut aider un peu. C'est un joueur très physique avec une lourde frappe qui est pas lent, ce qui est quand même intéressant, qui est capable de vraiment marquer des buts extraordinaires et qui va vraiment juste par son physique apporter beaucoup à l'attaque des Whitecaps de Vancouver. On sait que l'année passée, par exemple, Freddy Montero, ça n'a pas été trop ça. En attaque, c'était un peu difficile pour les Whitecaps. Cette année, ils auront plus ce problème-là. Grosse signature avec Lucas Cavallini. Ils ont aussi signé le milieu colombien, Christian Dajome. De Bogota, je sais pas quoi trop penser, mais je pense aussi que c'est un joueur désigné, si je me trompe pas, n'est-ce pas? Il a 26 ans, donc j'ai pas vu, je crois qu'il c'est avec de l'argent d'allocation, mais il a dû quand même coûter cher, 26 ans, et puis qui était en finale de Copa Sudamérica avec le club équatorien d'Independiente del Valle l'année dernière, donc apparemment c'est un beau profil d'après ce que je vois, mais ils ont non seulement récupéré lui, mais aussi Christian Gutiérrez ce jeudi. Christian Gutiérrez qui est un autre qui est né au Canada apparemment et qui a signé avec Vancouver il y a une semaine. Christian, c'est drôle parce que son frère Gutiérrez a signé en CanPL. Donc, c'est à peu près le même jour ou un jour d'écart. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Mais oui, intéressant. Christian Gutiérrez, jeune, 22 ans, défenseur gauche. Et tenez-vous bien, pour nos amis canadiens qui écoutent, vous le savez, on a des gros problèmes de ce côté-là avec l'équipe nationale canadienne. Et voir un joueur
joueurs se rapprocher du Canada. Moi, je trouve qu'il y a, si on additionne 1+1, on sait très bien que Gutiérrez, ça a l'air qu'il vise l'équipe nationale. Il sait qu'il y a un besoin de ce côté-là. Donc, il a tout à prouver à Vancouver et puis il peut aller très loin, surtout avec l'équipe nationale. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner. Je le connais pas. Je vais être honnête, je le connais pas. Il jouait à Colo-Colo au Chili. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner du côté des Whitecaps. Et il était international espoir chilien au U20, donc je sais pas si on verra s'il y a des contacts avec les fédés canadiennes. Et on va rester au Canada pour notre club qui est un peu en construction. On a parlé en long et en large de Thierry Henry qui arrive comme entraîneur en chef du Montréal Impact, de l'Impact parlons de Montréal, et ils ont depuis fait quelques décisions au niveau du roster. Non seulement Tabla arrive, il était déjà l'année dernière, mais maintenant il est acheté à Barcelone. Il a pas réussi vraiment à percer là-bas en Espagne. Il a fait un prêt plutôt satisfaisant l'année dernière, donc il est de retour à Montréal. Et ils ont aussi fait le premier transfert entre la MLS et la Canadian Premier League en allant chercher du côté du Cavalry Waterman. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui suis de la CanPL, sur Waterman et Tabla, qu'est-ce que tu peux... c'est un peu une déception qu'il n'ait pas réussi à percer en Espagne, j'imagine, mais de l'autre côté, c'est une belle addition pour Montréal. Oui, écoute, pas très convaincu par Tabla, mais j'en parlerai un peu plus tard. Je vais commencer par Waterman. C'est sûr qu'on a parlé de Waterman en long et en large sur CS à l'érable, le dernier épisode. Pour ceux qui veulent l'écouter, on a vraiment parlé longtemps. Ce qui est intéressant avec Joel Waterman, c'est que c'est un défenseur central très solide, mais très versatile aussi. Et c'est cette versatilité-là qui va beaucoup aider Joel Waterman à avoir du temps de jeu et beaucoup aider Thierry Henry parce qu'on le sait très bien que c'est important d'avoir des joueurs versatiles sur le banc. Donc, c'est un joueur qui peut jouer en défense centrale, il peut jouer en tant que milieu défensif, mais aussi il peut dépanner en tant que latéral droit. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant. C'est le premier transfert pour de l'argent de l'histoire de la Première Ligue canadienne. Donc, c'est intéressant. Il est jeune, il a 23-24 ans. Il a quelques petites choses à améliorer. C'est un grand gaillard, sauf que physiquement, c'est pas trop ça encore. Il doit apprendre à utiliser son physique un peu plus. Mais ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il a une relance extraordinaire. Il peut te faire des transversales d'un côté du terrain à un autre assez facilement. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, une bonne acquisition de ce point de vue-là. Pour ce qui est de Balou Tabla, Balou Tabla, c'était la sensation de la MLS et de l'Impact de Montréal à 17 ans. Il avait été très bon pour une première année avec l'Impact. Puis les sirènes du FC Barcelone ont sonné. Puis il a signé à Barcelone un peu trop tôt, selon moi, au lieu de se donner un peu comme Alphonso Davies qui s'est donné 2-3 ans en MLS pour devenir un joueur plus accompli. Il n'a pas réussi à s'accomplir comme il faut. Il est parti se perdre en équipe réserve du FC Barcelone. Ça n'a pas marché là. Il est parti à Alicante aussi. Ça n'a pas marché là. Bref, il a été reprêté à l'Impact de Montréal où l'année passée, ça a vraiment pas marché pour lui. Il a à peine eu de temps de jeu, que ce soit sous Rémi Garde ou sous Wilmer Cabrera. Puis là, il revient, mais ça a l'air que ça n'a pas coûté grand-chose à l'Impact de Montréal de le ramener à Montréal. Par contre, tout ce que je sais, c'est que ça a coûté... ça va coûter 20% sur la valeur de revente au FC Barcelone. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Balou Tabla doit devoir prouver qu'il a juste 20 ans, mais c'est pas quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je vous donne une petite anecdote. On l'a vu lors de la saison morte. Il s'entraînait. Il a fait une vidéo Instagram. Il s'entraînait avec le maillot du Toronto FC. Qui sont, pour ceux qui ne le savent pas, les plus grands rivaux de Montréal. C'est une des plus grandes rivalités en MLS. Donc, c'était pas très malin, je suis d'accord. Après, il a dit que c'était parce que c'est son pote Chris Mavinga qui lui avait passé le maillot. Mais c'est vraiment là, pas moyen d'un coup de vue marketing. Tu y penses à 2 fois avant de poster ça sur les réseaux sociaux. Quoi. Exactement. Et en plus de tout ça, il ne s'excuse pas. Il s'excuse juste 3 semaines plus tard. Et le lendemain de son excuse publique, qui, ça se voyait, c'était juste une condition de la part de l'Impact de Montréal, il re-signe à l'Impact. Écoute, c'est quelqu'un, et si vous voyez, pour ceux qui sont fans
de l'Impact de Montréal. Je suis sûr que vous voyez, il y a des petits clips que l'Impact envoie, des petits clips intéressants où ils demandent aux joueurs c'est qui le plus beau, c'est qui, des trucs comme ça. Et vous voyez très souvent, et c'est les joueurs qui répondent, puis très souvent, la plupart des vannes du point de vue des joueurs de l'Impact de Montréal, tout le monde dit de Baloutabla, ben ce gars-là, des fois, il oublie sa tête. Et si ses coéquipiers parlent de lui comme ça, ben c'est pas très bon pour un joueur de 20 ans. J'espère qu'il va retrouver, qu'il va avoir la tête sur les épaules à partir de cette année. J'espère que Thierry Henry va savoir le replacer parce que sinon, moi, très sincèrement, pour avoir connu Thierry Henry en tant que joueur, il n'aura pas de problème à garder Baloutabla sur le banc tout au long de la saison. Donc, bref, on va dire qu'il est très encore jeune. On va dire qu'il a le futur devant lui, 20 ans, ça va. Mais ouais, c'est dommage pour son image personnelle, parce que moi je trouve que c'est pas un joueur horrible. S'il est plus constant, il pourrait faire une bonne chose du côté de Montréal. Et un des clubs aussi dont je voulais parler, un des derniers clubs que je voulais mentionner, un dont on a parlé un petit peu lorsqu'on avait fait avec Anthony et toi, un peu un top flop de Mercato, c'était Cincinnati. Et depuis, Cincinnati a fait 3 petites décisions sur son roster, non seulement Fanen Dohadi apparemment ne devrait pas revenir l'année prochaine. S'il ne trouve pas de nouveau club, Cincinnati va peut-être racheter complètement son dernière année de contrat et puis en fait lui donner de l'argent pour qu'il parte plus tôt. Clairement c'est un peu ça, puisqu'il avait vraiment des très mauvaises relations avec le club jusqu'à s'attaquer avec l'union des joueurs pour apparemment le nouvel entraîneur ne l'aime vraiment pas. Fanen Dohadi qui était le premier joueur désigné de l'histoire de Cincinnati, un attaquant qui n'a pas du tout marché lors de ses saisons, que ce soit en USL ou en MLS, ça s'était pas bien passé. Avant de parler des autres joueurs, oui, Fanen Dohadi, je sais pas ce que tu en penses, Adi, mais j'hésitais de dire. Mais ouais, j'ai vu pas mal de rumeurs sur Internet, sur Twitter, des supporters qui voulaient le voir dans ce club-là, dans ce club-ci. Pour moi, franchement, par rapport à ce qu'il a prouvé des 2 dernières années, il a vraiment pas le niveau pour être titulaire à MLS. Donc à part sur un contrat très bas en MLS, j'ai pas envie de le voir dans un club. En tout cas, si je suis supporter, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Je parle souvent et presque à chaque phrase, je parle de l'évolution de la MLS. Puis très sincèrement, ça va tellement vite. Un joueur qui était une pièce extraordinaire pour les Timbers de Portland en 2015 et 2016, de nos jours, il a l'air complètement dépassé par la MLS. Donc, ce n'est plus un joueur de haut niveau de la MLS. C'était un joueur qui méritait dans son temps le titre de joueur désigné. Puis depuis, ça fait 1 an et demi 2 ans même, qu'il ne mérite plus ce titre-là. Et oui, je ne pense pas, à part s'il est prêt à réduire son salaire de plus que la moitié, je pense pas qu'il a un avenir en MLS parce qu'il n'est pas assez bon. Il est plus assez bon. C'était je pense, le plus gros flop de la MLS l'année passée pour un joueur désigné. Il y en a d'autres, oui, mais c'était le plus gros flop. Puis ça m'étonne pas. Après, c'est pas encore officiel qu'il a été remercié, mais il a annoncé lui-même en disant merci aux fans de Cincinnati, c'est super bien, mais on n'a pas vu d'officialisation de la part du club. N'empêche, c'est normal. Ils ont signé Yuya Kubo à la place, le japonais. Je suis très intéressé de voir ce qu'il va faire, signer de la Gantoise en Belgique. C'est ça, ouais, j'allais en parler. Un nouveau joueur désigné qui est arrivé. Apparemment, Cincinnati voulait en signer 2 cet hiver. Donc voilà le premier qui arrive comme tu disais, de KAA Kent en Belgique. 13 sélections nationales pour l'équipe nationale japonaise. Et apparemment, il est assez versatile. Il pourrait jouer un peu partout en attaque. Ce qui est pas mal, quand on sait qu'il y a notamment Darren Mattox qui pourrait peut-être numéro 9. Non, mais bon, tu connais Cincinnati. Moi, je l'aime pas, mais ils ont ramené Brandon Vasquez, par contre. Aussi, ouais, c'est ça. Et puis, il y a sur les ailes, il y a toujours 2-3 mecs, dont Alan Cruz notamment, donc on pourra voir un peu ce qu'ils font l'année prochaine. Mais je suis intéressé aussi par Yuya Kubo, ça a l'air d'être un bon joueur, et apparemment, d'ici ce week-end, ils signeront, parce qu'on enregistre dimanche, donc apparemment, début de semaine prochaine, ils devraient signer Gaston Pereiro, qui joue au PSV Eindhoven, qui a 24 ans, un Uruguayen, qui est le général manager du club, Gérard Nickhoff, a dit qu'il devrait arriver dans les prochaines heures. Donc on va voir un petit peu, ça serait sympa aussi, une belle acquisition. Il est, je suis en train de regarder, je ne trouve plus son poste, mais ce serait en tout cas un autre joueur, le deuxième joueur désigné qui devrait arriver.
Et ils n'ont pas gardé aussi Emmanuel Ledesma, un joueur qui était essentiel en USL, le chouchou des fans vraiment. Et apparemment, Cincinnati lui propose un contrat qui était encore plus bas que ce qu'il touchait maintenant. Et donc à 31 ans, perso, je pense qu'il va repartir en USL. Qu'est-ce que tu penses du départ de Ledesma, Adi? Ben écoute, déjà, Ledesma, c'était, juste pour le mentionner, le meilleur joueur, le MVP de 2018 de USL. Hein. Donc, c'était un très bon joueur, sauf que j'étais très intéressé. Je suis pas quelqu'un qui suit religieusement la USL. Je vais regarder un match ici et là, mais je suis vraiment loin d'être un expert en USL. Par contre, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent de ce que je voyais sur le terrain. Puis j'étais très intéressé de voir s'il allait pouvoir élever son niveau de jeu en MLS. Ben, il n'a pas réussi l'année passée. Hein. Il n'a pas été... Bon, il faut dire que Cincinnati, c'était pas non plus une équipe très bonne l'année passée. N'empêche, un joueur qui a d'habitude un talent technique aussi important, même dans une mauvaise équipe, il devrait au moins montrer un peu son côté, sa palette technique, ce qu'il n'a pas vraiment montré du côté de Ledesma. Donc j'ai été assez déçu, donc ça ne m'étonne pas. Il avait quand même, je pense, un bon salaire. Je ne m'étonne pas qu'il soit pas parvenu à une entente avec Cincinnati. Non, c'est sûr que point de vue des fans, les fans sont très très déçus, bien évidemment. Mais c'est intéressant par contre du côté de Cincinnati. Ce que j'aimerais dire, c'est que on a parlé un peu des jeunes entraîneurs qui venaient d'Europe. Ben, là, c'est pas un jeune entraîneur, mais c'est aussi un entraîneur qui est venu en milieu de l'année passée, Ron Jans des Pays-Bas. Donc c'est un entraîneur de 61 ans. On l'a vu, c'est le genre d'entraîneur-là qui a jamais eu sa chance en dehors, à part un petit passage au Standard Liège, mais en dehors dans les 6 grands championnats d'Europe, il n'a pas les plus reconnus en fait. Il n'a jamais eu sa chance. Et puis c'est là où il vient se chercher un peu de visibilité, un peu se chercher un nouveau challenge ici aux États-Unis. Puis ça s'est très bien passé avec Cincinnati parce que dans les dernières journées, on voyait ce que Ron Jans arrivait à mettre à Cincinnati. Et puis là, on voit son carnet de contact. Donc, parti amener un joueur de Belgique avec Yuya Kubo. Il est parti amener des joueurs comme l'année passée, Van der Werf, qui a été très bon en tant que défenseur central des Pays-Bas. Donc, bref, ça, c'est une équipe qui m'intéresse parce que ça a l'air que Ron Jans a une certaine philosophie assez intéressante. Et je sais qu'on en avait parlé avec l'assistant Johan Damé. Je sais que tu en avais parlé, toi, Antoine. Il a l'air d'avoir une direction assez positive du côté de Cincinnati. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Pareil. Ouais, j'ai hâte de voir s'ils vont finaliser les signatures de Pereiro. Et le dernier club, je crois, de ma liste, mais on pourra parler après si tu as d'autres idées, mais c'était DC United. Je voulais juste mentionner l'énorme signature qu'ils ont fait, apparemment, de ce qu'on entend sur Twitter, les spécialistes du championnat mexicain, notamment Diego du Carnet Pesé, qu'on a eu ce podcast plusieurs fois, nous disait que c'était une superbe signature. C'est Edinson Flores, la nouvelle signature de DC United pour remplacer Wayne Rooney. International péruvien qui vient de Monarcas Morelia au Mexique, notamment 12 buts et 6 passes décisives en 45 matchs en Liga MX depuis qu'il a rejoint le club en 2018. Et apparemment, c'est vraiment un très très bon joueur. Il peut jouer un peu sur les côtés souvent, donc on peut penser qu'avec Ola Kamara en pointe, DC United le ferait jouer sur le côté, mais vraiment j'entends que des bonnes choses et apparemment c'est une très bonne solution pour remplacer un petit peu, que ce soit Rooney ou Acosta, mais dans le cœur des fans ça pourrait être le prochain très très grand joueur. Il avait joué aussi pas mal avec Andy Polo et Raúl Ruiz Diaz en 2016 quand il était devenu assez connu en sélection, donc c'est marrant de voir que finalement ces 3 joueurs sont arrivés en MLS. Ça montre vraiment qu'il y a énormément de profils de toute l'Amérique latine qui arrivent en MLS. Qu'est-ce que tu penses de l'attaque de DC? Est-ce que Edinson Flores c'est assez à côté de Ola Kamara et Paul Arriola notamment? Je connais pas. Ouais, excuse-moi. Je connais pas du tout le joueur. Il faut pas oublier aussi qu'ils ont re-signé Yamil Assad, hein, qui est revenu d'ici. On a tendance à l'oublier parce qu'il a été signé en milieu de saison au mois de septembre l'année passée. C'est un joueur Yamil Assad, que j'aime beaucoup, mais Edinson Flores, je le connais pas. Mais aussi bon soit-il, est-ce que c'est assez pour remplacer cette fameuse entente qu'il y avait entre Luciano Acosta puis Wayne Rooney, qui a fait des beaux jours de DC United en 2018? Je sais pas. Je pense qu'il manque quelque chose. Après, je connais pas. Comme j'ai dit, je connais pas Edinson Flores, mais j'ai comme l'impression qu'il va manquer un peu qu'il va manquer quelque chose à DC United. Après, bon, il y a Ola Kamara.
Yamil Assad, Edison Flores, ça peut être intéressant dans un 4-3-3. Il faut dire que je suis pas très convaincu par DC United déjà parce que je suis pas un gros fan de l'entraîneur Ben Olsen, même s'il a très bien fait en 2018. On voit qu'avec Ben Olsen, tu peux passer une saison où tu es une des meilleures équipes de la MLS, puis l'année suivante, tu es une des pires équipes de la MLS. Puis j'aime pas trop ça. Il est là depuis très très longtemps, Ben Olsen, en tant qu'entraîneur. Je suis pas très chaud sur DC United. Au moins, ils ont re-signé Bill Hamid. Ce qui fait de lui, je pense, un des meilleurs gardiens, un des gardiens les mieux payés en MLS, Bill Hamid, mais je sais pas très convaincu par DC United. Après, je peux avoir tort, mais pas très convaincu. Ouais, non, pareil. Il manque quelques petites pièces, ils sont loin des gros favoris à l'Est, mais apparemment il y a d'autres joueurs désignés qui devraient arriver, donc voilà. Et c'est un peu tout ce que j'avais personnellement sur les clubs MLS. Est-ce que tu as une autre signature que tu aimerais mentionner ou on a fait un bon tour du dernier mois d'actualité? Non, je pense qu'on a fait un bon tour du dernier mois. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mouvements encore qui vont se passer. Il y a une rumeur qui a l'air de devenir imminente, le retour de Zachary Braguillard de Lyon à l'Impact de Montréal qui devrait arriver très vite. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont se faire et beaucoup de mouvements encore qui vont se faire. Je pense qu'on est très très loin du compte en MLS. La MLS est gourmande. Et c'est sûr, à notre plus grand bonheur. Ouais, on espère voir d'ailleurs Chicharito arriver d'ici la sortie de ce podcast. Ce serait vraiment bête que ça ne se fasse pas finalement. Mais merci à dire en tout cas d'avoir passé cette petite heure avec moi. Par la MLS, ça fait 1 heure exactement qu'on enregistre, donc je pense qu'on sera bien. Et j'espère que vous, chers auditeurs, vous avez aimé notre récap un petit peu des dernières signatures de MLS. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas d'accord avec un de nos avis, de dire si votre club fait du bon travail. Et à nous suivre, bien sûr, sur Twitter pour toutes les infos, mais aussi Facebook ou Instagram. Adi, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, Antoine. Oui, la semaine prochaine, bien évidemment, avec, j'espère, beaucoup plus de nouvelles du point de vue de la MLS en matière de transfert, avec une officialisation de Chicharito et puis de plein d'autres joueurs de renom. Et oui, exactement, on l'espère aussi. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, puisqu'on aura des articles, bien sûr, comme chaque semaine, qui arrivent bientôt, notamment sur le soccer canadien. Merci à tous de votre fidélité et ciao!